Bonjour à tous et merci de participer. Je vais vous présenter ce groupe de travail et de réflexion à l'IMDR. Donc, et un peu quelle est cette motivation, pourquoi cette proposition, et puis donc le contexte, cette proposition et quels travaux on envisage. Je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Thomas Guillon. En termes de formation, donc j'ai un doctorat de mathématiques appliquées, puis j'ai fait un résumé rapide et aussi un diplôme en administration des entreprises. Alors j'ai été académique en tant qu'alter, postdoc, puis plus après dans le milieu privé en tant qu'ingénieur R&D et consultant. Et depuis presque 7 ans, donc maintenant je suis expert R&D à la direction R&D de RTE et au département gestion des actifs. Alors j'ai encore des relations avec le monde académique, notamment j'enseigne la fiabilité à Sorbonne Université en master d'ingénierie mathématique, et aussi je m'occupe d'une bibliothèque Python open source qui s'appelle Relife et qui implémente des algorithmes de fiabilité. Alors cet aspect du monde académique dont je viens beaucoup, ça impacte mes activités, ma façon de travailler, et puis aussi les réflexions qui vont être portées par ce GTR. Et par ailleurs, j'ai des responsabilités à l'IEC en normalisation. Donc, je suis notamment l'animateur d'un groupe de travail sur la gestion des actifs des réseaux d'énergie électrique à l'IEC, le TC 123. Je suis chef de projet d'une norme qui est produite par ce groupe de travail, donc avec des objectifs de certification pour les gestionnaires de réseaux d'énergie électrique. Et je suis également représentant de la liaison entre ce comité technique et un autre de l'IEC, le TC 56, sur la sûreté de fonctionnement. Alors, comme je disais, donc, pour aborder l'introduction de ce groupe de travail, je vais discuter des éléments donc de gestion d'actifs. Pourquoi ce groupe de travail sur la gestion d'actifs, sur la théorie de la fiabilité en gestion d'actifs et la normalisation. Donc déjà ce lien que j'ai découvert qui est un rendez-vous manqué entre la gestion d'actifs et la théorie de la fiabilité. Les motivations de ce GTR, qu'est-ce qu'on veut faire en termes de normalisation et pourquoi, et puis des propositions sur les modalités de fonctionnement pour la suite. Alors pour partager avec tout le monde, parce que justement je pense que l'intérêt de ce GTR c'est de mélanger des communautés qui référencent. La gestion d'actifs, qu'est-ce que c'est? Donc ça a été beaucoup diffusé par la série de normes ISO 55000, et donc c'est l'ensemble des activités dans une organisation coordonnée dont le but est de réaliser de la valeur à partir des actifs. L'idée derrière ça, c'est qu'une organisation ou un organisme, selon comment on traduit, possède différents actifs matériels, et ces actifs vont être exploités et on cherche à trouver le meilleur équilibre possible entre les bénéfices, les coûts, les risques, les opportunités et la performance et les objectifs de performance souhaités par l'organisation. Donc ça se décline notamment à travers un cadre avec des exigences et des principes organisationnels, donc avec une certification ISO 55001 dans lequel il y a des éléments importants. On définit son portefeuille d'actifs, la politique de gestion d'actifs que va mener l'organisation. Des éléments aussi qui vont permettre de documenter la façon dont on va prendre des décisions, donc c'est ce qu'on appelle le plan stratégique de gestion d'actifs, et puis comment vont être mises en œuvre ces décisions, c'est le plan de gestion d'actifs. Et dans ces éléments, en fait, ce qui est important, c'est que la gestion d'actifs, c'est un organisationnel avec des principes vertueux. Quand on ne suit pas ces principes, on voit que ça mène à des difficultés, à des arbitrages qui peuvent être incohérents, donc elle a toutes ces vertus. Par contre, c'est un cadre organisationnel à l'ISO qui ne définit pas exactement comment on fait des calculs pour prendre des décisions. Il est simplement indiqué que on doit définir le cadre de décision. Ça fait partie des exigences qui sont attendues dans la certification ISO 55001, mais pas comment. Alors, quelque part, par rapport à ces questions de décision et de calcul, il y a quelques préoccupations qui sont récurrentes pour les gestionnaires d'infrastructures. Et parmi les plus basiques, il y a par exemple, quelle est la durée de vie de cet actif? Alors, j'ai souligné durée de vie parce que ça fait partie déjà des confusions et des problèmes qui peuvent apparaître, c'est que durée de vie n'est pas compris de la même façon. Moi qui ai un peu cette fibre mathématique, durée de vie pour moi c'est une variable aléatoire dans ce contexte et on a besoin de modèles, mais durée de vie ça peut être durée de vie, parfois j'entends ça, théorique fournie par le fabricant.
Donc ça supposerait en fait qu'il n'y aurait pas de difficulté finalement à gérer des actifs, puisque si la durée de vie est théorique et déterministe, il suffit de le remplacer juste avant. Donc c'est pas si simple. Parfois en fait la durée de vie, quand je parle avec mes collègues, en fait ils font référence à la durée d'amortissement comptable de l'actif. Donc c'est plutôt une règle pour faire calculer les impôts. C'est pas ce que représente la réalité en termes de durée de vie. Donc rien que sur ce point-là, en fait, il y a déjà des confusions qui peuvent émerger et il faut être très vigilant. Une deuxième question, c'est qui est un peu en lien avec la première parfois, quand faut-il remplacer cet actif? Est-ce qu'on le remplace préventivement, à un âge donné, conditionnellement à certains indicateurs? Et enfin, un dernier point qui est assez habituel, c'est combien j'attends de défaillances et de remplacements dans les prochaines années afin de prévoir les budgets, prévoir les ressources nécessaires, éventuellement les stocks. Donc ça, c'est des questions qui sont très habituelles chez les gestionnaires d'infrastructures. Et dans l'équipe dans laquelle je suis, à la direction recherche et développement, où on a le temps de pouvoir faire l'état de l'art, de la bibliographie, où on a les compétences aussi pour le faire, naturellement, on tombe vers ce que j'appelle les piliers scientifiques de la gestion d'actifs. Donc, j'ai des images de mes ouvrages préférés qui m'ont inspiré pour construire toutes ces approches. Évidemment, on a besoin de fondamentaux sur la science des risques. On a besoin de faire des statistiques des durées de vie, ça paraissait important. Et puis pour savoir quand est-ce qu'on remplace un actif, on a besoin d'éléments d'évaluation socio-économique, de théorie de la fiabilité. Et puis, c'est un peu lié à la théorie, un peu à cheval entre les deux, mais plus spécifiquement, si on s'intéresse aux défaillances et aux problèmes qu'il y a sur les prochaines années, il y a la théorie du renouvellement avec les processus de renouvellement retardés, à récompense, alternés, et tous ces éléments-là qui sont développés. Et donc, la théorie, certains, par exemple, comme le remplacement préventif par âge, ça fait depuis les années 60, 1960, je crois, l'article de Barlow et Prochan qui existe, et on était très satisfait dans l'équipe de tomber sur ces références. On se dit, finalement, la théorie est bien expliquée, documentée. Alors parfois, il faut faire des ajustements quand même, parce qu'on a des subtilités, des complexités, on doit ajouter la prise en compte de certains éléments, mais globalement, il y a des bases qui sont très solides et c'est très satisfaisant. Et c'est aussi plaisant d'ailleurs, la gestion d'actifs par rapport à ça, parce que ça mélange un certain nombre de choses, à la fois sur les aspects mathématiques, où on est à la fois sur des statistiques, de l'optimisation, des processus stochastiques, mais aussi des éléments plus... on va dire des sciences sociales, avec l'évaluation socio-économique, avec les sciences des risques, la prise en compte des besoins des parties prenantes, les questions de perception, de prise en compte et de caractérisation de la connaissance. Donc tous ces éléments-là se développent aussi beaucoup. Alors la science des risques, c'est un petit peu plus récent. On va dire que ça fait une vingtaine d'années où il y a des éléments qui sont plus structurants pour les approches et qui ne sont pas toujours d'ailleurs très diffusés dans les pratiques industrielles. Un petit point aussi sur le fait que notre équipe côté R&D dans notre département gestion d'actifs est dénommée. Alors ça c'est un mot aussi qui a pu desservir la popularité de la théorie de la fiabilité, parce que globalement, on observe que de plus en plus de publics sont intéressés par data science, plus rapidement vers les questions de machine learning, de big data, d'intelligence artificielle, et ça occulte un peu ces fondamentaux qui sont pourtant nécessaires lorsqu'on veut décider d'un investissement, par exemple, dans le cas de la gestion d'infrastructures. Malgré tout, on est tombé sur ces références-là. Je vais les illustrer vraiment très rapidement. Sur la gestion de risque, l'avancée majeure, c'est cette idée d'avoir 3 grandes stratégies de gestion de risque qui dépendent, alors qui peuvent être appliquées en même temps, mais dont la pertinence va dépendre du contexte. Donc en particulier, l'évaluation quantitative des risques, ce qui nous rapproche de la théorie de la fiabilité, mais ça nécessite qu'on ait une connaissance disponible qui soit forte, avec des modèles de probabilité, des conséquences qu'on a pu évaluer et quantifier. Si la connaissance est insuffisante, si les données sont insuffisantes, ce n'est pas l'approche la plus pertinente, parce que les hypothèses ne peuvent pas être validées. Et il existe une autre stratégie qui est le principe de prudence, qui va compléter ou se substituer temporairement, où on va réfléchir différemment, puisqu'on n'est pas en moyen de représenter l'incertitude par des probabilités, par des modèles, et on a peut-être même une compréhension insuffisante des phénomènes appliqués. Donc dans ce contexte, on va envisager, première chose, si on reconnaît que notre connaissance est insuffisante, il faut améliorer la connaissance. Donc il faut mettre en œuvre des actions
consacrer des ressources à la collecte de données, à l'amélioration de la connaissance, et temporairement envisager la mise en œuvre de certaines mesures dont on est sûr qu'elles vont réduire les risques malgré notre manque de connaissances. Et donc ça peut être réfléchir par exemple avec des analyses de vulnérabilité, si l'événement se produit, parce que j'ai au moins identifié l'événement, hein. Parfois ça peut être même encore plus difficile, mais si j'ai identifié l'événement redouté, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il va apparaître, je réfléchis conditionnellement à son apparition, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux mettre en place, est-ce que je peux protéger, est-ce que je peux être résilient pour retrouver les fonctionnalités basiques de mon système, est-ce que je peux avertir les parties prenantes et transférer le risque aux parties prenantes, est-ce que je limite mon activité dans l'espace ou dans le temps pour éviter l'événement redouté. Et donc ça peut être temporaire ou ça peut être en complément pour assurer des hypothèses dont on ne serait pas sûr qu'elles soient validées dans le cadre d'une évaluation quantitative. Et enfin, il y a une dernière stratégie qui exprime le fait que les n'ont pas forcément les mêmes objectifs, elles ne valorisent pas les choses de la même manière ou elles ne partagent pas la même description du risque. Et dans ce cas-là, il y a aussi des actions à mettre en place pour essayer de trouver un compromis et pouvoir travailler sur une gestion quantitative. Alors cette stratégie discursive, en fait, elle est aussi fondamentale pour les gestionnaires d'infrastructures qui sont souvent des activités régulées. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas toujours très transparent. Mais si on a des objectifs de performance à tenir, il faut que ce soit en cohérence avec les investissements qui sont souvent validés par le régulateur. Donc cette stratégie discursive, l'objectif c'est aussi de pouvoir objectiver ces questions-là, c'est-à-dire pour tel investissement, quelle performance j'atteins, et si je ne l'ai pas, quelles en sont les conséquences. Donc ça c'est les trois éléments de la science des risques qui sont très inspirants et structurants dans notre activité. Concernant les statistiques de durée de vie, il y a une particularité, c'est le biais d'observation. Il y a une partie, alors c'est très important parce que j'ai découvert que c'est en fait des éléments qui sont assez peu connus du domaine en tout cas de la gestion d'actifs, ou qui s'est un peu perdu. Et donc faire des statistiques sur des durées, c'est particulier, il faut bien l'avoir en tête, avec ces difficultés du fait que quand on regarde une population, à la fin de notre période d'observation, la plupart des actifs sont encore en fonctionnement. Et il faut bien introduire ces éléments-là dans notre échantillon pour ne pas introduire des biais, notamment de mortalité. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la censure à droite. Et un autre élément important, c'est ce qu'on appelle la troncature à gauche. C'est que souvent, en tant que gestionnaire d'infrastructure, nos systèmes d'information ont enregistré de façon plus complète les défaillances, par exemple, des actifs à partir d'une certaine date. Donc, par exemple, là, c'est à RTE sur les actifs de poste électrique. C'est plutôt à partir de 2012 qu'on est à une bonne complétude des données. Mais ça veut dire qu'il faut au moins avoir survécu jusqu'à 2012 pour pouvoir être rentré dans l'échantillon. Ça, c'est ce qu'on appelle des troncatures à gauche. Et donc, ces éléments-là qui sont particuliers sont parfois ignorés. On verra par la suite comment certaines pratiques ont détourné ce problème de manière peu satisfaisante. Et donc, ces sont vraiment importants. Et donc, on emploie ça, des estimateurs des distributions de durée de vie connues comme l'estimateur de Kaplan-Meier, qui existe depuis 1959, l'estimateur du maximum de vraisemblance, etc., vont nous permettre de pouvoir réaliser ces analyses statistiques en tenant compte des biais d'observation. Ensuite, concernant la théorie de la fiabilité, ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est comparer différentes politiques de remplacement. Ça peut être donc par exemple ici run to failure, donc on fait rien. Qu'est-ce qui se passe si on fait rien? Combien ça nous coûte en coût équivalent annuel? Qu'est-ce qui se passe si je remplace à un âge n ici? C'est la version discrète. Qu'est-ce qui se passe si j'investis, que je mets un système de monitoring en temps continu et qui va m'alerter suffisamment tôt pour que je puisse éviter les conséquences d'un remplacement sur une défaillance? Et donc là j'ai illustré donc ces courbes. Donc ici vous avez l'âge de remplacement, donc ce qui est surtout lié à la courbe en bleu. Combien ça me coûte en coût équivalent annuel? Si je remplace tous les ans, ça coûte très cher. Si j'attends très longtemps, on voit qu'on a une asymptote, ça revient en fait à ne rien faire. Et donc quand on a du vieillissement, la théorie nous dit qu'il y a un minimum. Et on voit en l'occurrence que dans cet exemple-là, le remplacement préventif par âge à l'âge optimal de remplacement à 13 ans, c'est ce qui est le plus efficace. Ici, vous voyez que vous avez une courbe, c'est pour cette proposition de monitoring parfait. Et en fait, quand on tient compte des coûts d'investissement et du coût de maintenance du système, cette option dans ce contexte est plus chère. Et ça, c'est un autre cas où le coût de la défaillance est moins élevé. Donc là, on voit en fait que
les courbes sont un peu plus raplaties, hein, c'est-à-dire que comme les conséquences d'une défaillance sont moins importantes, finalement c'est moins grave de remplacer plus tard. Il y a quand même un âge optimal de remplacement, mais si on le décale, on voit que c'est moins important. Et on voit par contre dans ce contexte que les conséquences de la défaillance sont tellement peu importantes que pour le coup ici, mettre en place un système de monitoring, ce serait plus coûteux que de ne rien faire. Donc c'est pour illustrer que les choses ne sont pas évidentes. Alors même pour aller plus loin, ça dépend de la variance de la loi, hein, l'efficacité des méthodes. Si la variance est très forte, le remplacement préventif par âge ne va pas être très efficace. Et donc grâce à la fiabilité, on va pouvoir identifier dans un contexte donné, selon la distribution des durées de vie, le coût d'un remplacement préventif et le coût d'un remplacement sur défaillance, quels vont être les meilleurs choix. Et ensuite, quand on a calibré éventuellement une politique, on a choisi ce qui nous paraissait le plus judicieux pour un actif, une sous-population d'actifs. Hein. Pour chaque actif, ça peut être différent. Par exemple, pour les réseaux électriques, ça dépend de leur localisation sur le réseau. On va s'intéresser au processus de renouvellement, ce qui va nous permettre de nous intéresser au nombre de défaillances annuelles, à prévoir des budgets notamment. Alors ça, c'est la densité de renouvellement, hein, qui représente le nombre de défaillances par an, par unité de temps. Donc c'est un cas où je suppose que je mets 1000 appareils en fonctionnement. Alors en fait, on apprend beaucoup de choses avec, en résolvant ce qu'on appelle l'équation de renouvellement qui nous permet d'obtenir la densité de renouvellement. C'est que au début, il ne se passe rien. Et puis au fur et à mesure que le temps passe, et qu'on s'approche des modes de la distribution, on va avoir des pics de défaillance qui vont s'amortir au fur et à mesure. Alors ça s'amortit plus vite quand la variance est plus forte pour la distribution, et on atteint une asymptote. Alors ça pose beaucoup de questions, hein, pour les gestionnaires d'infrastructures, parce qu'en fait, sur la plupart de nos appareils stratégiques à RTE, on est plutôt à cette étape-là. C'est-à-dire que les appareils vieillissent, on commence à voir une augmentation des défaillances pour ceux sur lesquels il n'y a pas des politiques de remplacement préventif, et on découvre en fait qu'à un moment donné, il faudra gérer des pics par rapport à la façon dont le réseau a été construit depuis la Seconde Guerre mondiale. Et par ailleurs, la théorie du renouvellement, c'est aussi elle qui nous permet, quand on fait des remplacements préventifs, donc c'est pas aussi simple, hein, c'est-à-dire on n'a pas mis 1000 appareils d'un coup et puis ça vieillit, hein, il y a une distribution d'âge, alors qui n'est pas encore celle à l'équilibre, hein, qui fait qu'on va avoir des variations, mais ici c'est juste des exemples pour illustrer l'intérêt des calculs issus de la théorie du renouvellement. Mais quand on fait du remplacement préventif par âge, alors, ce qu'on voit en rouge, c'est que avant l'âge de remplacement qui a été proposé, peut y avoir des défaillances. Et donc ça, il faut aussi les anticiper parce que ça mobilise des ressources et des stocks. Et en bleu, on a les remplacements préventifs. Alors là, ce serait un peu compliqué, mais c'est pas tout à fait comme ça dans la réalité. Mais si on met 1000 appareils à un instant zéro et qu'on a, je sais pas, un âge de remplacement qui doit être autour de 25 ans, à 25 ans, les 1000, ceux qui n'ont pas été défaillants, il faut les remplacer. Mais on voit que de la même manière que pour l'autre, hein, la théorie montre qu'il va y avoir aussi une asymptote et que au fur et à mesure, on atteint la distribution d'âge à l'équilibre et on va avoir un nombre constant à peu près d'opérations. Alors ça, c'était le contexte dans lequel on a pu travailler à la R&D de RTE. Et lorsque j'ai pu discuter, que ce soit au début en interne et aussi avec mes homologues à l'externe, il apparaît que en fait, ce n'est pas du tout les pratiques les plus courantes d'appliquer la théorie de la fiabilité, de faire ces calculs et ces prévisions. Et en fait, c'est une chance d'avoir une R&D. Hein, on est parmi quand même les plus gros gestionnaires de réseaux de transport d'électricité dans le monde. On est le premier en Europe et on bénéficie d'une direction R&D avec 120 personnes aujourd'hui. J'espère plus encore demain. Ce qui nous permet d'avoir ce temps pour faire ce travail bibliographique, ce travail sur l'état de l'art et s'approprier tous ces éléments. Mais quand je discute avec mes homologues ou les personnes plus opérationnelles en interne, elles n'ont pas le temps de faire ce travail bibliographique. Il faut aller chercher les livres, il faut avoir la compétence pour trouver les éléments dont on a besoin, les mettre en œuvre, les appliquer. C'est pas forcément trivial. Les outils sont pas non plus très développés sur le sujet pour être très aisément accessibles. Et en fait, il y a d'autres référentiels qui existent. Alors sur ces sujets, il n'y a pas vraiment de normes de calcul, mais il y a des référentiels, notamment ce qui est très connu dans le domaine des réseaux électriques, c'est les brochures techniques SIGRE. Donc SIGRE, c'est Conférence internationale des grands réseaux électriques, ou alors des pratiques qui ont été documentées par nos homologues, en particulier les Anglais, que je développerai un petit peu. Et donc c'est ça leur source d'information. Donc d'ailleurs c'est
peu après avoir mis en place tous ces éléments de théorie de fiabilité de statistiques, on va dire c'est un peu différent de ce que je vois dans la brochure Sigré sur l'utilisation des statistiques pour les données de durée de vie. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail, en fait, ces brochures, elles contiennent de nombreuses erreurs et on sent qu'il y a un manque de validation et de relecture scientifique. Et c'est très dommageable pour la communauté et pour avoir les bons outils pour faire de la gestion d'actifs quantitatifs sur ces éléments. Donc par exemple, dans cette brochure, il y a des formules qui sont fausses sur pour calculer le nombre de défaillances attendues. Il n'y a pas avec les équations de renouvellement, les convolutions. En fait, ça c'est juste la probabilité d'être défaillant sur la période K pour l'ensemble des actifs avec l'indice I. Donc ça ne tient pas compte du tout du renouvellement. Donc si on est sur des périodes qui sont longues, c'est complètement faux. Mais même si les actifs sont déjà fortement âgés, et donc potentiellement proche d'un remplacement, cette formule va être très loin de la réalité. Ça, c'est ce qui m'a le plus marqué. Donc, c'est une espèce d'alternative à Kaplan-Meier. En fait, pour ceux qui connaissent la formule, il manque le produit. Et donc, quand on applique cet estimateur non paramétrique, il n'est pas monotone, hein, c'est pas quelque chose de décroissant. Et on voit en fait qu'on peut en déduire, donc c'est les éléments là qui sont avec les barres d'erreur, qu'il est plus probable d'atteindre l'âge de 60 ans que celui de 50 ans. On tombe sur des incohérences comme ça et on a une de survie qui n'est pas monotone décroissante, mais qui au contraire, à partir d'un certain âge, elle augmente. Donc ce qui n'a strictement aucun sens d'un point de vue probabilité et cohérence par rapport aux durées, mais c'est ce type d'exemples qui sont dans ces brochures. Donc c'est très fâcheux. Alors, il y a un autre concept en quelque sorte qui s'est beaucoup développé. Donc avant on était dans des statistiques mais qui étaient fausses. Alors la brochure quand même donne quelques indications, parle de biais d'observation, donc c'est dommage de ne pas avoir un référentiel qui soit valide, parce qu'il est quand même très, très connu et diffusé dans la communauté des réseaux électriques. Mais il y a encore plus fâcheux, ce sont comment la communauté a pu même renoncer aux statistiques. Alors pourquoi on en est arrivé là, c'est les indices de santé. Alors je vais développer après, je crois avoir trouvé le patient zéro. Donc quand on regarde la terminologie, une probabilité de défaillance, donc c'est défini comme la vraisemblance qu'un mode de défaillance apparaisse dans un intervalle de temps donné. Alors cette définition, elle est très large. On voit quand on a cette fibre probastat, on voit bien qu'on peut faire le lien avec les distributions et qu'on peut prendre n'importe quelle probabilité de défaillance. Ça va être un sujet que je vais développer un petit peu après. Il y a également, donc ça c'est des définitions normatives aujourd'hui, la fiabilité, donc c'est la capacité à fonctionner tel que requis, sans défaillance, dans un temps donné et pour des conditions données. Et il y a un nouveau concept donc, qui a émergé, c'est la santé. Donc, je ne sais plus quelle est la date, mais je crois que cette brochure Sigré date de 2019 ou 2020, donc assez récente. Donc, état d'un actif qui représente sa capacité à fonctionner avec ses exigences et dans un intervalle de temps, dans une échelle de temps définie par l'utilisateur. Donc déjà, j'ai du mal à comprendre clairement la différence entre la fiabilité et la santé. Et, encore une fois, j'ai pu observer que la théorie de la fiabilité avait été un peu ignorée ou perdue. Et après, on a défini ce qu'on appelle les Asset Health Index. Donc, c'est un indicateur de santé qui représente la vraisemblance pour la forme de vraisemblance à être défaillant, une probabilité de défaillance. Donc, finalement, on voit que la probabilité d'être en fonctionnement, la fiabilité, la fonction de fiabilité, c'est quelque chose qui est très proche de cet indice de santé. Donc en fait, quelle est la différence entre ce concept de santé et de fiabilité? Alors c'était très intéressant ces aspects de définition, puisque dans mon travail de normalisation, ça m'a permis d'essayer de prendre conscience au groupe de travail qu'on définit un nouveau terme santé, sans tenir compte de ce qui existe déjà, et qu'est-ce qu'on veut vraiment obtenir par rapport à ça? En fait, c'est une manière de dégrader en fait notre manière de procéder d'un point de vue méthodologique, c'est-à-dire qu'on renonce à utiliser le vocabulaire mathématique et les méthodes associées, donc en refusant de parler de probabilité, de statistique, de fonction de fiabilité, et on introduit des nouveaux concepts flous, puisque ce snapshot indication, donc c'est un indicateur, un proxy, mais qu'est-ce qu'il signifie, comment on l'interprète, et on va même aller plus loin, c'est-à-dire que
les ingénieurs peuvent être très créatifs pour inventer un score. Donc, vous voyez ici, ça c'est dans un papier blanc de l'IEC qui était un préliminaire à la création du comité technique dans lequel j'interviens. Et donc, on a plein de machins, des tests, des concentrations de gaz dans l'huile. Donc, ça c'est pour un transformateur de puissance, l'âge, etc. On donne un score, on donne un poids à ce score, on fait une grande somme de tout ça. J'ai pu voir aussi que, voilà, ici, il y a des facteurs d'ajustement supplémentaires, A, B, C, D, E. Et puis, en combinant tout ça, on a un score entre 0 et 100, et ça se termine par exemple, good, fair, pour. Donc, question, c'est, en étant un peu statisticien, on se dit, mais il y a plein de paramètres, il y a des poids. Moi, quand j'ai des paramètres comme des poids, par exemple, dans une régression, je fais du maximum de vraisemblance, j'ai des théories statistiques. Comment sont calibrés ces poids ? Quelle est la théorie qui va permettre de faire ça? Et qu'est-ce que ça signifie, en fait, d'avoir un health index fair compris entre 50 et 70? Donc, si, par exemple, j'ai 1000 actifs et qui sont fair, entre 50 et 70 d'un score qui n'a pas d'unité, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Alors, c'est une pratique tellement courante que c'était pas évident d'expliquer que c'est pas une manière très satisfaisante d'approcher le problème. Alors, en creusant un peu avec des collègues, on a essayé de trouver le patient zéro. Alors, peut-être que c'est pas tout à fait lui, mais on a compris d'où vient le malentendu, on croit, en 2014. Donc c'est un article, alors c'est pas un article scientifique, c'est un article issu d'un rapport c'est le CATI pour ceux qui connaissent. Donc alors ça va pas, je vais peut-être pas appeler ça l'équivalent de l'IMDR, on va dire, mais une société savante un peu comme l'IMDR au Canada, où il y a des travaux qui sont financés par différents gestionnaires d'infrastructures, enfin différents sociétés. Et en fait, quand il y a eu ces travaux en 2014 sur ces questions de remplacement préventif, de gestion d'actifs, ils disent que obtenir des life curves, donc, bon, c'est pas très clairement défini, donc ça peut être à la fois un taux de défaillance ou une fonction de répartition d'une distribution de durée de vie. Il faut qu'il y ait un grand nombre d'observations d'actifs qui ont vécu toute leur vie. Et c'est impossible pour nous, puisque la plupart des cas, les infrastructures sont encore en fonctionnement pour des décennies, et donc c'est impossible de collecter l'ensemble de ces données. Donc ça, en fait, c'est un malentendu, c'est-à-dire que en épidémiologie, on n'a pas attendu, ou même en actuariat ou en démographie, on n'a pas attendu que l'humanité soit morte dans sa totalité pour faire des statistiques de durée de vie. Il y a des biais d'observation, on peut en tenir compte, et donc malheureusement, ça n'a pas été identifié. Donc c'est un des premiers articles qui explique le renoncement finalement à ces techniques statistiques avec cette raison qui est malheureusement pas justifiée, et donc qui propose des techniques. Et donc on retrouve, voilà, on a un health index on a des scores, donc M en fait c'est différents scores. Donc ici par exemple on a 3 scores, les propriétés mécaniques du conducteur, son état physique, des éléments sur la manière dont il a fonctionné en service, on met des poids. Donc on a un poids de 6, on ne sait pas d'où il sort, de 2, de 1, on fait une grande somme, on a même un DRF, un derating factor, donc on ajuste quelque chose. Et en fait, il n'y a strictement aucune théorie derrière ça, c'est-à-dire que tous ces coefficients, ils sont à dire d'experts, comme on dit. Donc parfois, pour un health index, on peut avoir 25 coefficients qui sont arbitraires pour le construire. Donc c'est inquiétant. Et alors, ça, c'est ce que j'appelle la malédiction de la gestion d'actifs, c'est-à-dire que j'ai parlé des health index, on va un peu développer cet aspect POF, probability of failure, et les matrices de risque qui sont très utilisées dans la gestion d'actifs. Et donc, ça, c'est le dernier document qui était en image. CNIME, je n'ai plus exactement l'acronyme en tête, mais c'est une méthode qui a été mise au point pour les distributeurs dans les réseaux électriques par rapport aux régulateurs anglais. Il y a 4 distributeurs et il fallait qu'ils se mettent d'accord sur une méthode pour l'allocation des ressources et les décisions d'investissement, et que ce soit le plus objectif parmi les 4 distributeurs, 4 sociétés différentes. Et donc, cette approche est souvent citée comme un modèle parce que effectivement, c'est un cas de décision qui est développé pour la gestion d'actifs, qui est d'une certaine manière transparente et qui permet de se mettre d'accord entre régulateurs et distributeurs.
Mais quand on voit dans le détail, alors c'est un peu un mélange de ce qu'il y a, c'est-à-dire qu'on construit, alors ça s'appelle pas LCindex ici, ça s'appelle L-score, avec, alors je vous ai pas mis toutes les formules, mais c'est très rigolo parce que il y a des seuils partout. Donc on construit un L-score, s'il est supérieur à 12, alors il est égal à 12, si on n'a pas l'information, il est égal à 5. Enfin voilà, il y a toute une méthode, c'est assez compliqué, mais c'est très documenté et très précis. Et à la fin, donc on obtient la current probability of failure en mélangeant tout ça. Donc notamment, il y a une formule de transformation grâce à ça, donc la probabilité de défaillance. On ne sait pas pourquoi, on découvre une espèce de développement limité à l'ordre 3, mais c'est un développement limité à l'ordre 3 par rapport au L-score, sachant que le L-score, il peut aller jusqu'à 12. Donc on voit qu'on dans cette formule-là, a priori, il n'y a rien qui garantit que la probabilité soit inférieure à 1. Donc si d'ailleurs elle est inférieure à 4, alors elle est égale à 4 dans cette formule, enfin le H. On voit qu'il y a des constantes KSC, donc c'est des valeurs arbitraires. Alors il y a un catalogue selon les actifs, on voit que K peut varier de 0,1 à 100 par exemple. Et donc tout ça est écrit, c'est un grand document avec toutes les valeurs. Alors il y a des choses d'ailleurs qui sont intéressantes parce que sur les conséquences des défaillances, par exemple sur la réparation d'un transformateur de mesure, tout est indiqué avec les valeurs que peuvent appliquer chaque DSO. Mais on voit bien que derrière, il y a plusieurs problèmes. Il n'y a aucune référence, aucune explication sur les formules, aucune preuve si c'était quelque chose qui était à démontrer. Je vais un petit peu développer après, mais qu'est-ce que c'est POF en fait? Enfin, moi, je ne comprends pas. La probabilité de défaillance, qui peut d'ailleurs ne pas être bornée par 1, donc je ne comprends pas de quoi il s'agit à ce moment-là. Et puis, toutes les valeurs de coefficients sont arbitraires. Mais j'insiste sur un point, c'est que cette méthode qui n'a pas de fondement scientifique, qui répond à peut-être ce besoin, et d'ailleurs c'est là où ça interroge sur la gestion d'actifs, c'est-à-dire que si l'objectif c'est juste d'être transparent sur comment on calcule, indépendamment de la performance, et comment discuter avec le régulateur, elle remplit sa fonction. Mais on est très loin de rechercher un optimum entre les coûts, les bénéfices, la performance et les risques associés, puisque là on parle d'éléments qui sont complètement arbitraires. Et un des points, mais je développerai aussi un petit peu par la suite, c'est que cette approche, elle a été aussi plébiscitée parce que sans données, on peut faire le calcul. C'est-à-dire qu'il est indiqué que si on n'a pas d'informations sur les ensembles d'éléments sur lesquels on peut avoir une information sur l'état de santé de l'actif, alors on prend LCindex égale 5. Donc là, ce qui est quand même intriguant, c'est que comment on peut prendre une décision pertinente sur un actif si on n'a strictement aucune information sur lui, ni sur les durées de vie, ni sur son état, ni sur sa condition. Alors, il y a une réflexion un peu profonde par rapport à ça, et je m'interroge sur finalement quelle est la relation entre les gestionnaires d'infrastructures et le régulateur. Alors le régulateur, il a une vision économique, donc il veut que le prix soit bas, mais pour quelle performance? Donc là, je reviens avec cette question de stratégie discursive. Et surtout, en fait, si l'objectif, c'est juste de discuter, et je dis ça, alors bon, je vois que c'est des pratiques qui sont quand même courantes dans le monde entier, hein, je vise personne, mais en fait, on joue au poker avec le régulateur. C'est-à-dire, on tente, on dit, voilà, avec ce machin-là, j'ai besoin de 100. Et le régulateur va dire, oui, mais bon, il y a une tension politique en ce moment, je vous donne 60. Et puis, on va essayer de jouer, on va dire, voilà, à la fin, on obtient 80. Et après, la question pour le gestionnaire d'infrastructure, c'est de savoir qu'est-ce que je fais avec 80. Et ça, c'est indépendamment du vrai besoin, des vrais risques, etc. Donc, c'est là où, notamment les discussions que j'ai dans mes comités de normalisation, je dis, mais quel est le véritable objectif si on veut faire une norme? Ça ne me semble pas de jouer au poker, ça me semble plutôt de savoir comment on répond à un besoin, et donc quelles sont les bonnes approches pour y répondre. Pour un petit peu développer ce sujet, parce que ça a été... j'ai l'impression modestement d'avoir permis quelques révélations dans mon groupe de travail en normalisation. J'aurais dit, mais qu'est-ce que c'est vraiment ce POF, ce Probability of Failure? Qu'est-ce que vous entendez par rapport à ça? Donc je reprends la terminologie, c'est la vraisemblance qu'il y ait un mode de défaillance apparaisse dans un intervalle de temps donné. Et moi, la question que je posais, c'est que ce que je sais, c'est que pour un actif, cette histoire de probabilité de défaillance, c'est lié généralement à sa durée de vie. On a des distributions de durée de vie, et donc comment on relie ce POF avec une distribution de durée de vie? Parce que pour moi, on peut construire une infinité de probabilités à partir d'une distribution. Donc celle qui me semblait la plus judicieuse, c'est la première proposition, sachant que la plupart du temps, quand on lit les documents où il est question de POF, il y a une probabilité annuelle, il y a quelque chose d'annuel qui apparaît. Et donc je disais, c'est la probabilité de défaillance l'année prochaine, sachant qu'on est en vie l'année d'avant. Donc ça, c'est ce qui me paraissait le plus cohérent.
Deuxième possibilité, ça peut être une densité discrétisée, c'est-à-dire quelle est la probabilité qu'il y ait une défaillance entre 31 et 32. Troisième possibilité, alors celle-là elle me surprend, mais c'est le taux de défaillance. Je ne sais pas pourquoi, alors je l'ai vu vraiment dans plusieurs documents et pratiques en discutant avec les homologues, mais il y a une attirance pour le taux de défaillance que je n'explique pas. Alors peut-être que les personnes de la communauté académique qui nous écoutent aujourd'hui me le diront. Moi, je trouve que c'est pas intuitif le taux de défaillance. Enfin, d'un point de vue maths, je suis très content qu'il y ait ce concept qui existe parce qu'effectivement, on le retrouve pour des théorèmes, pour montrer qu'il existe, pour définir cette notion de vieillissement quand il est croissant, etc. Mais après, en termes d'interprétation, c'est pas satisfaisant de me dire H de A fois delta A, quand delta A est proche de 0, c'est à peu près une probabilité. Enfin, c'est absolument pas intuitif pour moi. Mais ça l'est visiblement intuitif dans d'autres communautés, notamment Sigré, etc., où on retrouve, j'allais dire, mais c'est un peu excessif, une obsession pour ce taux de défaillance. Mais j'insiste sur le fait que c'est pas une probabilité, et c'est d'ailleurs bien reconnu comme tel dans la terminologie de l'IEC normative. Il y a une entrée spécifique, failure rate ou instantaneous failure rate, avec cette formule. Mais globalement, on peut voir que, et je vais vous montrer quelques éléments après, que c'est compris comme étant une probabilité de défaillance. Et enfin, une dernière, c'est tout simplement la fonction de répartition. Alors, c'est pas une probabilité annuelle, mais il s'avère que dans la brochure Sigré avec les formules fausses, pour eux, c'est ça, probabilité de défaillance. Dans les normes pétrole et gaz aux États-Unis, pour eux, quand ils appellent POF, probability of failure, c'est la fonction de répartition. Donc la question, c'est comment on choisit, comment on interprète parmi ces POF. Alors évidemment, elles ne sont pas équivalentes. On voit bien que ça n'a rien à voir. Le taux de défaillance, il n'est pas borné. Et s'il y a du vieillissement, probablement il va tendre vers l'infini. La fonction de répartition, elle est bornée entre 0 et 1. La probabilité conditionnelle d'avoir une défaillance l'année prochaine, sachant que j'ai atteint l'âge d'avant, c'est celle qui est en rouge, qui a une autre valeur. Et puis encore rien à voir, c'est l'espèce de densité discrétisée, donc de différence de fonction de répartition. Et bien après discussion, en fait, avec les différentes approches qui sont documentées et puis les participants, notamment dans mon groupe de travail en normalisation, en fait, la plupart des gens, la plupart des experts qui ont affaire à ce concept, ils estiment cette probabilité de défaillance comme si c'était POF 1, c'est-à-dire la probabilité conditionnelle. Alors, d'ailleurs, c'est pas un estimateur qui est terrible. En fait, il regarde pour une classe d'âge donnée. Donc, si j'ai atteint tel âge, combien en proportion il y en a qui sont morts l'année d'après. Donc, quelque part, c'est un estimateur pas très efficace, parce qu'effectivement, si j'ai pas de données entre deux âges, c'est 0 la probabilité de défaillance. Donc, ça fait quelque chose qui n'est pas monotone, qui correspond pas à la courbe. Mais bon, c'est ce qui ressemble le plus. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'ils pensent que c'est le taux de défaillance en faisant ce calcul. Donc, ça, c'est à cause du fameux delta A. Tout le monde pense que delta A égale 1. Alors que delta A tend vers 0, il est très loin de 1. Donc ils sont persuadés qu'en fait le taux de défaillance, il l'affiche dans certains, que le probability of failure, c'est le taux de défaillance. Et après, comme on voit cette formule notamment dans la documentation CINAIM, ils calculent après des espèces de valeurs actualisées nettes, des espérances de valeurs actualisées nettes plus exactement. Et donc si on voulait vraiment faire ce calcul, en fait, il faudrait utiliser POF2 parce que on va sur plusieurs années, utiliser la densité discrétisée, en fait, soit ça tombe en panne l'année d'après, soit ça tombe en panne entre l'année A plus 1, A plus 2, etc., etc. Et donc, en fait, pour résumer, il calcule comme si c'était POF 1, il pense que c'est POF 3, et il l'utilise comme si c'était POF 2. Bon, vous imaginez bien que ça se passe pas bien. Et j'ai pu faire une démonstration notamment dans un groupe de normalisation, dire admettons vous utilisez les choses comme ça, regardez par rapport à la courbe que j'avais présentée tout à l'heure sur quel est ce qu'il faut mieux faire entre remplacer à tel âge ou remplacer préventivement avec du monitoring ou ne rien faire, tous les ordres sont inversés si on se trompe de POF. Ça paraît évident, mais c'était pas exposé de façon aussi claire et ça leur a permis de réaliser qu'effectivement c'était pas si simple et que derrière ce petit mot POF, en fait, derrière il y a, il manque en fait une théorie solide pour exprimer ce que ça voulait dire exactement.
Enfin, une dernière approche extrêmement courante en gestion de risque. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui l'utilisent, donc je veux blesser personne, mais c'est la risque. Donc pour moi, c'est le condensé de confusion. Alors d'autant plus qu'aujourd'hui, on met même plus des probabilités, on met des health index à la place des probabilités. Donc pourquoi condensé de confusion? Alors déjà trois articles inspirants sur le sujet. En 2008, donc c'est Louis Anthony Cox qui a écrit un article What's Wrong with Risk Matrices. Donc c'est le premier qui a un peu théorisé la matrice de risque. Donc déjà, il exprime que si vraiment on veut utiliser ça, il y a des règles. Il y a des règles de couleurs. Si on met des couleurs n'importe comment, il y a des incohérences qui sont très fortes et qui ne sont pas acceptables. Mais il finit l'article en disant It's worse than useless. Donc c'est pire qu'inutile. Alors il décrit ça. Qu'est-ce que ça veut dire inutile? Ça veut dire qu'il met en évidence que, et c'est en particulier vrai quand on n'a pas d'échelle logarithmique, c'est encore plus faux que si on n'a pas d'échelle logarithmique, si on a des échelles linéaires, mais que c'est pire qu'une décision aléatoire ou qu'un ordonnancement aléatoire, puisque la matrice de risque a souvent été utilisée pour prioriser ou ordonnancer des risques, parce que en fait, là, je vous ai affiché le cas de l'échelle logarithmique. Si on n'est pas en échelle logarithmique et qu'on regarde le lien probabilité-conséquence avec des courbes iso-risque, en fait, c'est des courbes en inverse. Et il dit qu'il y a 90% de chances que la matrice de risque ne mette pas l'individu dans la bonne classe. Ensuite, bon, il y a un article qui a un peu plus développé ça sur The Risk of Using Risk Matrices. J'aime bien le jeu de mots. Et puis, plus récemment, il y a un article qui s'intéresse sur les risques de désinformation ou d'information trompeuse dans les analyses de risque et qui souligne les problèmes liés aux matrices de risque. Et qui voit ça comme une approche qui va... Alors, c'est le terme choisi, c'est misinformation. Donc, c'est pas tout, enfin, ça ne se traduit pas tout à fait par désinformation en français, puisqu'il y aurait un côté intentionnel, mais ce serait en tout cas de l'information trompeuse pour le décideur. Je vais pas totalement développé, hein. J'ai fait quelques présentations déjà sur les matrices de risque, mais si c'est un sujet que l'IMDR veut approfondir, quelques éléments quand même. Hein. Si on est en courbe iso-risque, donc c'est ce qui est représenté par les différentes échelles de couleurs et qu'on a des seuils de risque, donc en échelle logarithmique, ça devient c'est droite, c'est diagonale, et déjà on voit que lorsqu'on choisit de faire des classes, le problème, c'est que pour avec cette double classification probabilité-conséquence, hein, pas juste une classification sur le risque, parce qu'on aurait pu le calculer si on a les moyens de le faire, on voit qu'on coupe la classe en deux. Et ce qui est assuré, en fait, c'est ce qui n'est pas bien pris en compte. C'est-à-dire qu'un individu gris là, qui est dans ce rectangle, il va être considéré comme vert alors qu'il est jaune. Donc on voit que c'est pire si on n'avait pas mis l'échelle logarithmique, puisqu'on aurait eu quelque chose en inverse et ce serait le tout petit coin en bas à gauche qui serait uniquement bien classé. Donc là, dans cet exemple, en fait, on avait plusieurs actifs, je ne sais plus combien il y en avait, qui avaient différents âges, donc ça s'étale sur les probabilités de défaillance, et qui avaient trois types de conséquences. Et on voit que dans cet exemple-là, 66% des actifs ne sont pas classés dans la bonne couleur, par rapport à si on avait calculé directement le risque. Alors en fait, ça peut être même beaucoup plus grave que ça, c'est-à-dire que pour une même classe, en fait, le risque peut être multiplié par 10. C'est-à-dire que le point blanc qui est là bien classé, son risque peut être 10 fois moins faible, enfin, ou le point qui est ici en rouge, le risque peut être 10 fois plus important, même beaucoup plus, alors qu'ils sont classés tous les deux dans le orange. Donc c'est un outil pour la gestion d'actifs en tout cas, avec ce qui pose beaucoup de problèmes, et notamment en fait, il y a cette incohérence structurelle liée aux courbes iso-risque, donc ça c'est ce qui est notamment documenté dans le premier article, mais il y a aussi beaucoup d'autres soucis à utiliser ça. Alors, un des premiers c'est POF, hein. Genre, qu'est-ce que c'est POF? Comme je disais tout à l'heure, il y a une grosse incohérence par rapport à ça. Alors si en plus on le met dans un machin qui est structurellement va amener à des incohérences, on a du mal à voir comment on va s'en sortir. Par ailleurs, c'est un horizon de temps, du coup à cause de POF, hein, qui est limité sur un an. Donc généralement, même si on utilisait risque égale POF fois COF, hein, c'est comme si on calculait une vanne sur un horizon de temps d'un an sans taux d'actualisation. Pour prendre des décisions d'investissement sur des durées très longues, c'est un peu délicat de voir la pertinence de cet outil. Par ailleurs, souvent il y a cet effet, soit je suis dans le vert ou dans le jaune, j'attends, ou je fais de la surveillance, et puis quand je suis dans l'orange, dans le rouge, il faut faire quelque chose. Mais du coup, si on est dans cette vision gestion d'actifs où on veut équilibrer les coûts, la performance, les bénéfices et les risques, combien je suis prêt à dépenser pour... Est-ce que d'ailleurs, si je suis dans le rouge, je dois dépenser un peu pour repasser dans le orange? Est-ce que je dois dépenser beaucoup pour aller dans le vert? Enfin, cette vision de la matrice de risque dans le cadre de la gestion d'actifs est extrêmement limitée. Et j'ai pu observer que ça menait pas de très bons résultats, en tout cas chez nous. Pour aller un cran plus loin, d'ailleurs, ça c'est un autre sujet. Alors c'est pas tellement
la matrice de risque elle-même, mais son usage par certains, mais c'est quelque chose qui est documenté dans la science également, c'est les seuils de risque acceptables, hein, cette frontière du rouge au orange ou au jaune, ça devient un objectif en soi. Et ça devient un objectif dans les deux sens, hein, ça dépend du manager qui en est à la charge. C'est-à-dire que souvent, ce qui peut apparaître, ce qui a été documenté notamment par des articles en Norvège, c'est que si on est dans le rouge, oui, mais bon, dans la chaîne de calcul, alors sachant qu'on ne sait pas trop de quoi on a parlé puisqu'il s'agit de POF, etc., on a fait des hypothèses conservatrices. Revoyons un peu ces hypothèses qui soient plus réalistes, et hop, par chance, quand c'est plus réaliste, on tombe dans le jaune ou dans le orange et on n'a plus besoin de rien faire. Donc là, on est dans l'illusion de la gestion de risque, c'est-à-dire parce qu'on est en dessous d'un seuil, on a pu gérer le risque et on a pu éviter l'investissement nécessaire à faire. Mais j'ai pu voir aussi l'effet contraire. À RTE en tout cas, c'est cet actif-là, il pose problème, il faut investir, on va faire une matrice de risque, mince, ça tombe dans le jaune. Oui, là on va faire d'autres hypothèses, on va essayer de voir si on va dire que c'est pas un actif, mais au moins un actif qui va mener à cet événement dans une population de 1000, donc du coup on agrandit beaucoup la probabilité, etc. Et on tombe enfin dans le rouge, et on peut justifier un investissement. Alors c'est notamment, c'est ce qui peut aussi créer des tensions avec le régulateur, parce que si le régulateur comprend ces bidouilles-là, il peut dire non, mais dans votre histoire, la prochaine fois, il va être encore dans le orange, donc pourquoi on investit maintenant? C'est une difficulté et une fragilité, c'est que si à un moment donné on rentre dans le détail, rapidement on peut se rendre compte qu'on peut à peu près aboutir à toutes les conclusions qu'on veut. Et notamment, il y a un effet qui va être extrêmement fort, c'est de jouer sur les bornes. Parce que en fait, si vous voyez bien, quand les conséquences sont proches de la borne supérieure de la classe, c'est là où on va être particulièrement mal rangé par rapport à la couleur. Donc en fait, toute l'incohérence se pointe par rapport aux courbes iso-risque qui va être portée par le choix des bornes supérieures de chacune des classes. Donc il suffit de les changer et on peut retrouver les changements de couleur désirés. Alors, à force d'avoir discuté avec plusieurs homologues, la question que je me pose, c'est pourquoi qu'est-ce qui fait que ces matrices de risque, ces health, probability of failure, ces POF, ces health index, etc., se persistent, se diffusent, et pourquoi il n'y a pas eu pourquoi ils ne sont pas convaincus par une approche liée à la théorie de la fiabilité qui repose sur des bases scientifiques solides? C'est là où effectivement j'ai retrouvé à peu près des arguments qui reviennent à chaque fois. C'est simple à comprendre, on me dit. Alors, effectivement, le décideur, ça lui plaît d'avoir des couleurs. Alors le problème, c'est que c'est une illusion de compréhension. C'est-à-dire que si on regarde à quelques petits détails comme POF, je mets au défi tous les gens qui utilisent ça de me dire clairement, dans le cadre de la gestion d'actifs, encore une fois, où derrière, ce qui est caché par POF, c'est des distributions de durée de vie, qu'est-ce qu'ils veulent dire par POF? Je les piège souvent. Ça ne nécessite pas de compétences spécifiques. Oui, mais est-ce que c'est vraiment un besoin Par exemple, les lois de Kirchhoff dans un réseau maillé à RTE, c'est compliqué. Il y a des logiciels qui tournent avec des résolutions d'équations non linéaires, etc. On peut gérer le réseau électrique même si c'est compliqué. Il faut certainement avoir les bons outils et puis il faut des personnes compétentes, mais je suis pas sûr que ce soit quelque chose de satisfaisant de se dire que pour faire de la gestion d'actifs et décider d'investissement sur le long terme avec toute cette complexité en termes de performance et de fiabilité, ce soit un prérequis de se dire je veux une méthode qui nécessite pas de compétences. Un troisième point qui m'a été souvent opposé, c'est oui, mais on peut calculer et décider sans données, puisque la formule a dit que si j'ai pas de données, je mets h égale 5. Oui, mais si on peut décider et calculer sans données, c'est qu'il y a un problème. C'est que visiblement, la connaissance qu'on a sur le sujet n'est pas suffisante et que probablement, c'est pas très pertinent de calculer. Ce qui revient à la science des risques et aux 3 grandes stratégies de gestion de risque. Quand on n'a pas la connaissance, on peut invoquer le principe de prudence et la première chose à faire, c'est d'améliorer la connaissance. Ça permet de communiquer aisément. Ça, c'est parce que c'est les décideurs qui aiment le jaune, orange, rouge, etc. Oui, mais ça communique des informations trompeuses. Ça, c'est aussi documenté par la science. Donc, on n'a pas résolu notre objectif de gestion d'actifs ni de gestion de risque. Et j'entends aussi, oui, d'accord, c'est imparfait, mais c'est notre meilleur état de connaissance aujourd'hui. Alors là, j'insiste sur ce point, c'est que
quand on se contente comme ça, en fait, on fait rien pour améliorer l'état de connaissance. C'est-à-dire que les incertitudes et ces imperfections, elles persistent des années plus tard, parce qu'en fait, alors ça c'est aussi une difficulté, c'est que quand un décideur, à un moment donné, qui a beaucoup de responsabilités dans une entreprise, va demander à ses subordonnés un chiffre, il va dire « je veux savoir combien il faut de ressources, combien il faut de remplacer, combien de défaillances, etc. » Donc ça descend dans la chaîne hiérarchique jusqu'à ce qu'on trouve un rameur qui va faire le calcul. Et ça va être très difficile pour le rameur d'expliquer, en fait, j'en ai aucune idée. Je ne peux pas dire 36 ou 27. Pour ça, il faudrait 2 ETP, 2 équivalents temps plein à travailler pour collecter des données, pour trouver les modèles, peut-être avoir une collaboration avec un partenaire académique, parce que c'est un problème compliqué. Voilà, c'est plus simple de dire 37, et puis dans toute la chaîne hiérarchique qui remonte jusqu'au décideur, on aura perdu sur quoi repose sur 37, et puis ce sera le prochain décideur, en plus s'il s'agit de gestion d'infrastructure avec du long terme, qui en subira les conséquences. Alors, ce qui est incroyable pour moi, c'est quand je suis notamment rentré dans ces travaux de normalisation, c'est qu'en fait, il y a eu une illusion de consensus sur l'état de l'art. On dit souvent la normalisation, c'est le consensus sur l'état de l'art, et il y a eu cette illusion. Ces malentendus sur les health index, sur les POF, etc., ça a donné l'impression que tout le monde faisait pareil, enfin en tout cas un certain grand nombre, et ça a été même un début. On s'est dit, quand ce projet, donc ce groupe de travail dans le comité sur la gestion des actifs des réseaux d'énergie électrique, sur la gestion de risques liés aux actifs, s'est constitué, dans le projet, il y avait des débuts de propositions, et donc on retrouve les mêmes choses, c'est-à-dire probability of failure. L'organisme doit développer une documentation et mettre en œuvre des méthodes, etc., pour estimer des probability of failure. Ça pouvait aller loin, en fait. Sur les health index, on voit que l'organisation doit, donc c'est vraiment des exigences pour obtenir une certification, développer des documents, des outils, etc., pour avoir ces indicateurs de santé pour chacun de ces actifs. Donc en fait, c'est ça qui m'a particulièrement surpris, c'est que je parlais au début du fait que nous, on a la chance d'avoir une R&D, de pouvoir consacrer du temps à l'état de l'art, à la bibliographie, des échanges avec la communauté académique, puis à mettre en œuvre et à développer ça. J'ai des collègues qui n'ont pas ce temps-là, donc soit ils se tournent vers nous et on peut leur accorder du temps, soit ils prennent les référentiels qui n'existent pas d'un point de vue norme aujourd'hui, donc c'est d'autres brochures, d'autres articles. Mais en fait, dans ce domaine, en tout cas des réseaux électriques et de la gestion d'actifs, ce savoir scientifique, il a été perdu, il a été ignoré. Je pense que c'est pas intentionnel, et on était prêt à se satisfaire de choses qui ne reposaient sur aucune base et d'en faire des normes. Donc là, je me suis dit, il y a quand même un danger. C'est extrêmement dommageable pour la communauté. Alors, ça reste un mystère pour moi. Comment ça se fait que la théorie de la fiabilité qui a commencé à se développer depuis les années 60 aujourd'hui soit aussi peu identifiée comme une matière importante pour faire de la gestion d'actifs, c'est vraiment un mystère. Donc ça a été la principale motivation de ce GTR. Donc à suite de discussions, je vous parlais un peu de la stratégie de normalisation après que j'ai essayé de mettre en œuvre, mais j'ai pu avoir l'occasion d'échanger avec l'UF56, donc le comité miroir français de la sûreté de fonctionnement, dans lequel il y a ce champ qui concerne le développement de techniques d'analyse de risque. Et en discussion aussi avec la commission de normalisation de l'IMDR, je voulais en fait créer ce lien entre développer un référentiel pour les gestionnaires d'infrastructures. Alors j'appelle ça le cabinet des curiosités. Pourquoi des health index, des POF et des risk matrices. Aujourd'hui, c'est ça qui est une source d'inspiration. Et beaucoup plus loin, il y a la communauté académique, il y a les références scientifiques. Et donc, il faut faire cet effort pour amener ça comme un référentiel pour les gestionnaires d'infrastructures. Et en fait, je comprends qu'il y a besoin de cette étape intermédiaire. Alors c'est là aussi où je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'important lié à la norme. C'est-à-dire que j'entends tout à fait que les gens qui font de la gestion d'actifs ou qui s'intéressent donc à un parc d'actifs, ils n'ont pas le temps et les ressources. C'est dommage. Enfin, ça c'est même discutable en termes industriels et d'organisation, même de formation. Ça interroge beaucoup de choses. Mais c'est pas aujourd'hui, c'est pas facile, c'est pas accessible.
Si je devais demain dire à un de mes collègues, il me dit oui, d'accord, tu m'as montré les estimateurs de Kaplan-Meier, statistiques de durée de vie, j'ai besoin d'en faire, donne-moi le document. Ben, si je devais lui donner un document, soit je dois en produire un moi-même, soit je lui donne des références d'un livre et il ne va pas comprendre. Enfin, c'est pénible. Les bouquins pour des gens qui n'ont pas l'habitude, c'est pénible. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un besoin par rapport à ça. C'est pas aisé pour les collègues. Et effectivement, il n'y a pas de normes. J'ai l'impression, mais pour ceux qui sont présents là, certains pourront me corriger, mais que pour le TC56 sur la sûreté de fonctionnement, ça a été surtout les éléments qui ont été documentés dans ce comité technique et qui ont abouti à des normes, ça a été plutôt dans un contexte de conception de produits et beaucoup moins de maintenance à long terme, de gestion d'actifs avec des politiques de remplacement préventif, etc. Tous ces aspects-là ne sont pas du tout développés dans les normes. Pour autant, la théorie existe depuis très longtemps et les pratiques sont tout à fait satisfaisantes et opérantes. Donc, on sent qu'il y a un besoin de construire des normes à ce niveau-là, et mon souhait, c'est qu'on puisse faire les normes les plus pédagogiques possibles, parce qu'il y a des documents normatifs un peu mathématiques qui existent et qui ne sont pas non plus facilement lisibles, d'ailleurs qui contiennent des approximations qui ne sont pas tout à fait justes non plus, et donc il y a un besoin à la fois d'avoir un référentiel solide normatif, reconnu, mais aussi de pédagogie, pour que la plupart des profils puissent adhérer à ces techniques. Et moi, mon souhait aussi, c'est de créer un lien plus fort entre la communauté académique, la science qui est produite, leurs pratiques dans le monde industriel, et puis quand on atteint un consensus sur l'état de l'art, production de normes qui peuvent devenir vraiment des pratiques industrielles bien référencées et acceptées à un niveau. Donc par rapport à ce GTR, l'objectif c'est de pouvoir partager, recueillir et formuler les besoins pour les gestionnaires d'infrastructures, puisque globalement on a à peu près des questions qui sont tous similaires. Quand je discute avec des collègues côté SNCF Réseau ou GRT Gaz par exemple, réaliser cet état de l'art, parce que il y a la production en cours de la science et il faut aussi après un temps de maturité, un temps de mise en application. Donc il y a l'état de l'art en termes de science produite, puis il y a l'état de l'art aussi en termes de qu'est-ce qui peut vraiment être appliqué par rapport à nos difficultés. On n'a pas forcément accès à toutes les données dans tout l'historique, donc on peut avoir des biais supplémentaires, est-ce que ça nécessite de la recherche supplémentaire, etc. Donc ces éléments-là, j'aimerais bien qu'on partage. Et puis il y a surtout, ça c'est vraiment le plus important pour moi, pour ce qui est établi depuis très longtemps, opérant, proposer un référentiel accessible avec des exemples, avec des illustrations, enfin une norme la plus accessible possible pour les collègues. Et puis il y a cette idée de promouvoir aussi ces approches scientifiques, de pouvoir mettre en évidence les limitations des heuristiques qui ont été développées, alors qui peut-être fonctionnent pour jouer au poker avec le régulateur, mais qui sont certainement pas satisfaisantes à long terme. Donc j'observe, c'est extrêmement fort pour les statistiques des durées de vie, même si depuis quelques temps, je vois qu'il y a quand même quelques acteurs dans le monde, des consultants, etc., qui commencent à identifier que ça existe et que c'est utile. Mais la théorie de la fiabilité est très peu connue et le lien n'a pas été fait avec toutes les questions qu'on se pose en gestion d'actifs. Donc l'occasion de l'IMDR, c'est à travers tous nos réseaux, est-ce qu'on peut construire des supports qui vont être partagés et qui permettent d'illustrer l'intérêt et le bénéfice de toutes ces méthodes scientifiques. Alors en termes de normalisation, donc là j'ai parlé de ce lien entre gestion d'actifs et fiabilité, et plus précisément concernant la normalisation, donc depuis que je suis animateur du groupe de travail, j'ai un peu réorienté le projet, et alors pour ça il y avait plusieurs aspects. En fait c'est un peu délicat, le scope, le champ d'application du comité technique, parce que c'est la gestion d'actifs des réseaux d'énergie électrique, il est un peu à l'intersection entre deux aspects. Il y a les aspects organisationnels, donc c'est plutôt l'ISO, donc avec les normes sur la gestion d'actifs, sur la gestion de risque et sur la sécurité et résilience. Et puis il y a toutes les normes un peu plus techniques avec des calculs, donc notamment issus du TC56, mais qui ne sont pas encore assez suffisantes. Mais il y en a deux qui sont, on va dire, importantes, sur lesquelles on peut construire des choses. C'est l'IEC 31010 qui présente plein de techniques d'analyse de risque, mais c'est un peu avec une description, contexte d'utilisation, les avantages et inconvénients. C'est pas développé, et surtout, il y a évidemment pas tous les aspects de la théorie de la fiabilité, mais et ça parle aussi bien d'analyse qualitative que de simulation Monte Carlo, etc. Et puis il y a une autre norme, un support qui décrit les expressions mathématiques. Alors on retrouve là-dedans l'équation de renouvellement, mais j'avoue que cette norme quand même est pas facile à lire.
Donc, je suis pas sûr qu'elle ait un grand succès d'ailleurs, mais ça décrit des éléments de fiabilité importants du type quand on s'intéresse à un système, quand il y a un temps de réparation qui n'est pas négligeable. Enfin, tous ces aspects-là sont un peu décrits dans cette norme, mais de manière assez peu pédagogique. Et nous, on est un peu entre les deux du coup, puisque ce que j'ai fait valoir, c'est que c'était un peu une stratégie, mais le comité technique dans lequel j'étais, qui voulait peut-être diffuser aussi, participer à la diffusion de heuristiques qui n'ont pas de fondement scientifique. En fait, c'est pas son champ d'application, c'est le TC56. Donc, ce que j'ai proposé, c'est qu'on fasse une liaison, et donc je suis représentant de la liaison, et j'ai un collègue français qui est le représentant liaison donc du TC56 au TC123. Donc ça reste francophone. Mais l'idée, c'est que on voit qu'à un moment donné, il doit y avoir un travail là-dedans. C'est ce que j'ai mis ici, hein, c'est qu'il y a des méthodes d'évaluation de risque, on va appeler ça comme ça, pour les actifs vieillissants, donc avec les statistiques des durées de vie, avec la théorie du renouvellement, avec les critères de performance et l'évaluation socio-économique. Tous ces éléments ne sont pas documentés. Nous, on est extrêmement motivés pour le faire en gestion d'actifs des réseaux d'énergie électrique, mais ça appartient au champ d'application d'un autre comité technique. Donc voilà, ça permettra c'est une opportunité peut-être d'avoir des travaux communs entre ces deux comités pour produire ce référentiel normatif. Et en attendant, ce qui est convenu, le consensus, c'est que on va faire une norme qui va plus être sur un processus. Quelles sont les questions importantes? Quelles sont, quand je veux mettre en œuvre une stratégie de gestion de risque, quels sont les éléments de vigilance à avoir quand on fait une évaluation quantitative, comment les managers dans leurs décisions vont en prendre en compte, etc. Donc c'est ce qu'on va documenter. Donc c'est aussi un compromis en termes de champ d'application entre les aspects liés à l'ISO et puis les aspects plus calculatoires. Donc ça n'impose pas de méthode, et en fait on peut pas le faire parce que, on peut même pas recommander des méthodes, parce que si je voulais recommander par exemple le fait de faire une analyse de survie pour estimer des distributions de durée de vie, il n'y a pas de document aujourd'hui normatif sur lequel je peux me dire que l'utilisateur de la norme, pour lui, il est recommandé d'appliquer telle méthode. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Ça n'existe pas aussi de lui dire que s'il veut faire du remplacement préventif par âge, il doit s'appuyer sur la théorie de la fiabilité avec les calculs qui sont connus. Il n'y a pas de référentiel là-dessus. Donc, dans un premier temps, c'est des aspects sur les étapes. Je ne vais pas développer dans le détail, mais pour donner un rapide aperçu de la norme qu'on construit, donc qui est une norme sur un processus de décision éclairé par les risques, Risk Informed Decision Making. On a une première étape de définition du problème de risque. Ce qui va être important, c'est notamment cet aspect caractérisation de la connaissance. Donc quand on définit le problème de risque, on fait une analyse qualitative, on ne met surtout pas de quantité à cette étape-là, mais on va décrire l'ensemble de la connaissance qu'on a sur notre risque. Donc après, on essaie de proposer, suggérer, ce ne sera pas obligatoire, mais des grilles d'évaluation de la connaissance pour aiguiller l'analyste vers les stratégies de gestion de risque qui seront les plus pertinentes. Et donc, j'ai parlé des 3 grandes stratégies de gestion de risque, et notamment là, le point sur lequel on veut beaucoup insister. Donc, quand on fait une évaluation quantitative des risques, l'objectif, c'est de comparer différentes options. Donc, quelles sont les options qu'on veut comparer? Ça, c'est quelque chose, c'est une pratique. Enfin, l'évaluation quantitative, c'est pas pour se dire s'il y a un risque et un vrai risque ou pas. Enfin, j'ai entendu parler de ça. C'est que on a des quantités et on veut comparer différentes options. Ne rien faire versus autre chose, par exemple, en tenant compte de l'ensemble des coûts, etc. On a besoin d'un modèle de probabilité, parce que quand on fait du quantitatif, aujourd'hui, pour représenter l'incertitude, le meilleur outil mathématique, c'est la probabilité, la mesure de probabilité. Et dans ce contexte, on a forcément un modèle. Même POF, c'est un modèle, c'est une matrice de risque, c'est un modèle, mais on a un modèle de probabilité, on a des données, et on a une technique pour calibrer le modèle et les paramètres, donc c'est ce qu'il faut expliciter. On a besoin d'évaluer les conséquences d'un point de vue quantitatif, et on va aussi évaluer et calibrer les options de réduction de risque. Quand j'entends calibrer, c'est si par exemple on veut envisager une solution de remplacement préventif par âge, on veut trouver l'âge optimal de remplacement. On va essayer de faire expliciter ces choix-là. Donc, là, j'ai illustré avec la théorie de la fiabilité, mais ça marche avec n'importe quoi. Mais mon espoir, c'est que l'utilisateur, s'il sent qu'il y a des difficultés, il puisse les préciser dans cette étape robustesse de la connaissance. Alors, j'ai traduit comme ça, mais c'est strength of knowledge en anglais. C'est-à-dire quelle est la connaissance qui soutient tout ce calcul. Et on va essayer d'amener l'utilisateur à pouvoir exprimer les limitations qu'il a identifiées dans son approche de calcul.
Et ça, c'est un point important. Donc, je ne développe pas trop les autres stratégies, mais l'idée, c'est que par exemple, cette stratégie, c'est si l'analyste identifie qu'il y a une fragilité, soit en termes de connaissances ou globales, soit en termes de données, de modèles, etc., alors il doit considérer aussi le principe de prudence. C'est-à-dire, si jamais c'est faux, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu ça. Et donc, c'est aussi pour l'amener vers se couvrir vers des risques liés à des mauvais calculs et des mauvaises hypothèses. Et donc, ce point-là est important par rapport, donc, une fois qu'on a identifié différentes mesures liées aux différentes stratégies de gestion de risque, c'est soumis à une revue managériale et au jugement des décideurs. Et le point important, c'est qu'on va mettre en perspective les performances attendues des solutions et la connaissance qui soutient le calcul de ces performances. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi d'important. Et là-dedans, cette étape aussi, elle vient aussi de permettre de décider d'allouer des ressources dans le plan de gestion d'actifs au fait qu'il faut améliorer la connaissance et collecter. Parce que ça, c'est souvent un cercle vicieux, c'est-à-dire que quand on ne sait pas, on dit 36 pour faire plaisir aux décideurs, et que du coup, on n'a jamais réalisé que la connaissance était fragile et qu'il faut vraiment consacrer des ressources pour l'améliorer. Donc, on veut essayer de briser ce cercle vicieux en proposant des exigences qui vont mettre en vigilance le décideur et l'analyste sur le fait qu'il y a des fragilités en termes de données. Donc après, il y a des éléments sur comment les solutions de réduction de risque vont avoir un impact dans le portefeuille global. Est-ce qu'il y a d'autres considérations qui ne sont pas modélisées? Notamment, ça peut être des questions de stratégie industrielle, de création d'emplois. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent participer à la décision. Ça, c'est suite aux discussions avec d'autres GRT. Et enfin, il y a cette partie amélioration, enfin évaluation de la performance et amélioration continue avec un point essentiel sur l'amélioration de la connaissance. Qu'est-ce qui est mis en place pour que, à la prochaine itération du processus, lorsqu'on définit les risques, on ait une meilleure compréhension et une meilleure description des risques pour aboutir. Donc je détaille pas tout le processus, mais après il y a des éléments qui vont être aussi importants. C'est quand on détermine des contraintes ou des conflits liés à la mise en place de mesures de réduction de risque, contraintes liées à des ressources. Il y a un point important, c'est que ces contraintes, au minimum, elles peuvent générer des difficultés pour atteindre les objectifs de gestion d'actifs. Ça veut dire peut-être les revoir. Et donc, on voudrait mettre en évidence cette boucle. Et ça, c'est vraiment lié à cette question de stratégie discursive. Si le régulateur ne valide pas l'ensemble des investissements pour des objectifs de performance donnés, ça veut dire qu'il faut revoir les objectifs de performance en transparence avec le régulateur. Donc, c'est quelque chose qu'on aimerait faire maturer dans cette relation gestionnaire d'infrastructure et régulateur. Pour résumer, donc l'ambition de ce projet de norme, donc c'est comme je vous ai expliqué, c'est pour structurer des étapes avec cette proposition de valeur de garantir la transparence, la cohérence et la traçabilité des décisions. Alors généralement, c'est difficile de s'opposer à ça, mais c'est une première étape pour décrire de quoi on a besoin peut-être. L'idée, c'est qu'il y a une possibilité de certification donc pour les gestionnaires de réseaux d'énergie électrique. C'est pour ça aussi que parfois ça peut être un peu tendu comme travail, parce que personne ne sait comment les régulateurs vont réagir par rapport à cette norme. Derrière, c'est encourager la prudence par rapport au calcul de risque en fonction du niveau de connaissance qu'on a, comme je l'expliquais et je l'illustrais auparavant. Donc, il y a vraiment des étapes avec des exigences pour essayer de décrire un maximum de choses par rapport à cet état de connaissance, par rapport aux limitations. Et ça, c'est peut-être en attendant d'avoir un référentiel normatif qui va permettre de promouvoir les approches, notamment issues de la théorie de la fiabilité, qui aujourd'hui n'existent pas. Donc, pardon, je me perds. Donc maintenant, pour parler plus précisément du GTR, l'idée c'est qu'on voit qu'il y a ce référentiel normatif sur la gestion d'actifs d'un point de vue organisationnel, il y a des heuristiques qui existent mais qui ne sont pas satisfaisantes et dont on a besoin de documenter tous ces calculs qui vont soutenir les décisions de gestion d'actifs. Donc, comme je l'ai évoqué, 3 grands sujets, la modélisation des durées de vie des actifs, ça c'est quelque chose qui est commun à l'ensemble des gestionnaires d'infrastructures, la modélisation des politiques de remplacement, quand est-ce qu'on remplace, c'est vraiment un point essentiel et qui va être un sujet en particulier fort avec le régulateur. Et puis, il y a toutes ces histoires de comment je prévois les défaillances, les opérations de remplacement à venir, les budgets, la main-d'œuvre, les stocks, etc. Donc, je pense ce serait intéressant, en tant que gestionnaire d'infrastructures francophones, de pouvoir partager l'ensemble de ces besoins. Et puis ensuite, la proposition qui est faite, c'est que côté IMDR, avec cette proximité qu'on peut avoir aussi avec l'AFNOR,
on écrit des projets de normes françaises. Donc ça, si j'ai bien compris, c'est quelque chose qui se pratique déjà côté UF 56, et puis qu'ensuite on porte à l'international, parce que on peut en démontrer les bénéfices, notamment là où c'est bien identifié, où on a des possibilités, c'est entre TC 56 et TC 123. Donc c'est vraiment une manière de valoriser l'état de l'art. J'aime aussi dire une manière de valoriser le travail de la communauté académique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a écrit un article, il y a peut-être parfois aussi un travail supplémentaire. Je parle des projets scientifiques de manière générale. Il y a parfois un travail supplémentaire pour que ce soit adaptable à l'ensemble des utilisateurs potentiels. Et puis il y a un travail supplémentaire pour que ça rentre dans les pratiques industrielles. Donc je veux aussi profiter de ce GTR pour promouvoir la théorie de la fiabilité, puisque il apparaît qu'elle est assez peu connue dans le monde de la gestion d'actifs, ou était mis de côté. Peut-être au profit d'autres promesses. Quand on dit maintenance prédictive, big data, intelligence artificielle, etc., ça fait plus rêver certains. Mais pourtant, derrière, moi, quand on me dit, quand un fournisseur, et on est souvent sollicité, m'explique qu'il a quelque chose qui me permet d'anticiper la défaillance d'un matériel, j'aimerais dire, voilà, moi j'ai besoin de la structure de coût et j'aimerais savoir si c'est mieux que du remplacement préventif par H. Donc ça, si je veux vraiment le savoir, si je veux étudier vraiment l'opportunité de cette solution, j'ai besoin de faire ces calculs de fiabilité. Sinon, je peux juste écouter la promesse du fournisseur. Et donc, un dernier point aussi, c'est que c'est l'occasion, ce groupe de travail, de partager la veille scientifique, de partager aussi des expériences de mise en œuvre de modèles plus compliqués. Nous, par exemple, on s'intéresse au processus non homogène de poissons spatio-temporels pour des linéaires de conducteurs. Donc on a des besoins qui vont être plus particuliers, et dans ce contexte, on peut partager aussi ce travail de R&D. Alors parmi les premiers travaux que j'envisagerais, mais bon, au démarrage du groupe de travail, je partagerai l'ensemble des besoins des gestionnaires d'infrastructures qui voudraient bien s'y joindre. Donc je pense qu'il y a un point qui est essentiel, c'est l'analyse de survie. C'est vraiment trop peu connu et diffusé. Même dans les formations de statistiques en France, je pense que c'est quelque chose on peut facilement passer à côté, et pour tous les gens qui s'intéressent au milieu industriel et aux actifs, c'est dommage. Et il est vraiment urgent de développer quelque chose là-dessus. Ça éviterait de nombreux malentendus, notamment sur POF et LCindex, parce que maintenant j'ai même des propositions de groupes de travail qui me disent voilà, on a des LCindex, donc on ne sait pas ce que ça veut dire et on veut les transformer en POF. C'est compliqué, donc plutôt que d'essayer de faire des choses un peu bizarres comme ça, allons sur la théorie qui existe déjà et qui répond tout à fait à ce besoin. Et donc parmi les éléments à documenter, il y a bien expliqué ces biais d'observation qui en fait permettent quand même de faire des statistiques, d'accompagner l'utilisateur sur la collecte de données. Donc ça, on a discussion assez intéressante en interne, puis aussi par exemple avec SNCF Réseau, où on va écrire un article sur le sujet pour la prochaine conférence Lambda-Mu. En fait, quand on collecte les données, à chaque fois, on découvre à chaque fois les mêmes problèmes. C'est-à-dire que les gens mélangent, par exemple, des données d'événements uniques avec des données d'événements récurrents. Il y a des problèmes quand on néglige les censures et troncatures, comment bien les identifier, etc. Et donc, on a de multiples exemples à montrer sur ce chemin, et comment même l'analyse de survie nous permet d'identifier des données qui sont problématiques. Donc ça, c'est un point. Et il y a vraiment un aspect aussi très opérationnel, c'est-à-dire quand je fais une analyse de survie, comment j'analyse les résultats, comment je les interprète, comment je peux identifier le fait qu'il y ait potentiellement des sous-populations, des covariables, comment je le vois, comment je décide. Donc parfois ça peut être des suggestions, il n'y a pas de théorie qui va nous dire qu'il faut le faire, qu'il faut faire une sous-population, etc. Mais on doit pouvoir aiguiller un peu l'utilisateur sur ces possibilités-là. Et il faut vraiment beaucoup de pédagogie. L'objectif, c'est que ce soit le plus accessible possible. Après, un deuxième point, donc j'ai identifié 3 points que je voulais partager, c'est sur les politiques de maintenance. Voilà, quelles sont les fonctions de coût, quels sont les paramètres à calibrer. Et après, il y a des débats ouverts sur l'aspect normatif. C'est là où on peut un peu se détacher en termes d'objectifs par rapport à la science. C'est que si c'est vraiment plus simple d'expliquer avec des approches discrètes, donc tout discrétiser annuellement par exemple, c'est peut-être la meilleure manière de faire adhérer les utilisateurs à ces méthodes. Voilà, il y a plein de choses qui existent et qui sont documentées. Ne rien faire, le remplacement opportuniste, c'est-à-dire j'ai des opportunités de pouvoir accéder à un poste électrique par exemple. Je peux avoir des consignations difficiles à obtenir parce que j'ai un client industriel qui n'arrête pas son processus industriel pour que je puisse intervenir. Donc, est-ce que quand j'interviens, je peux
remplacer quel que soit l'âge de l'actif. Le remplacement préventif par âge, qui est vraiment la base de la théorie de la fiabilité, mais qui est pas documenté dans des normes. Et puis après, il y a d'autres sujets, remplacement conditionnel avec inspection de détérioration, inspection pour détecter des défaillances. Enfin, c'est des sujets qui sont très connus en termes de fiabilité, mais il faut les expliquer, il faut faire de la pédagogie, et puis il faut pouvoir les introduire dans les référentiels industriels. Et un dernier point sur les prévisions de défaillance et la théorie du renouvellement. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout connu non plus. J'ai vu, je ne vais pas détailler, mais il existe des formules farfelues. J'ai eu un échange de quelqu'un qui m'expliquait, qui travaille au SIGRE. Il me dit, ah oui, cette histoire de prévision de défaillance, ça fait 20 ans qu'on cherche au SIGRE. Alors, j'ai pas été très sympathique parce que je lui ai donné un article de 1907 sur la théorie du renouvellement en disant, ah bah, c'est dommage que ça fait 20 ans parce que ça fait plus d'un siècle que, en fait, la solution existe. Mais c'est marquant. Après, l'équation de renouvellement, bon, ça pose des questions mathématiques qui sont pas évidentes. Alors, je me disais, est-ce qu'on peut aussi envisager une approche discrète? Donc, je suis tombé dans la bibliographie sur cet ouvrage qui propose l'équation de renouvellement discrète. Alors, je ne sais pas si ça marche retardé avec processus de renouvellement alterné, discret, etc. Je pense que là aussi, j'aimerais bien faire appel à la communauté académique. On voit aussi que, si on se met sur des temps très très longs, la différence entre par exemple la densité de renouvellement en temps discret ou en temps continu, il va y avoir un écart, il va y avoir même un déphasage au bout d'un moment. Donc peut-être que ce serait intéressant de dire sur un horizon de temps de 2 ou 3 espérances de vie, ça fonctionne, mais au-delà, c'est pas pratique. Enfin, c'est pas précis. Donc il y a peut-être des choses à démontrer, mais l'idée c'est de rapprocher vraiment les pratiques industrielles de la théorie et de trouver ce qui est le plus adéquat. Donc voilà les 3 perspectives de projet à court terme qui me semblent vraiment importants, et pour des gens qui cherchent depuis 20 ans à résoudre cette équation de renouvellement, je pense qu'on peut faire un effort puisque les éléments mathématiques existent depuis déjà de nombreuses décennies. Alors pour les modalités de participation au GTR, donc je crois qu'on peut s'inscrire sur alors peut-être Manon pourra faire un complément, mais on peut s'inscrire sur la page du GTR sur le site de l'IMDR, mais sinon un lien par email vous sera envoyé. Et par ailleurs, il faut être adhérent à l'IMDR, donc à titre personnel ou votre organisation. Et sur la proposition de fonctionnement, donc je pense organiser 4 ateliers, peut-être quand il y aura plus d'éléments 6, plutôt en distanciel pour que nos collègues québécois puissent y participer, et peut-être une fois en présentiel, une fois par an, au moins une demi-journée, peut-être plus, ce sera à définir. Et donc ces ateliers seront sur différents thèmes, plutôt donc recueil de besoins, structuration des documents qu'on envisage de produire et relecture de documents. Et puis pour les contributions, alors tout le monde n'est pas obligé de rédiger. Ce que je voulais souligner, c'est que côté RTE, en fait, on a prévu des ressources sur ce sujet, parce qu'en fait on s'est dit que plutôt que d'écrire des notes internes RTE, on pouvait écrire des normes. Donc ça passera par plusieurs étapes. Ça peut être un premier document qu'on partage dans ce groupe de travail, puis une norme française, puis après on verra pour la suite. Mais donc du coup on a vraiment prévu de produire. Parmi les contributions, il y a de l'état de l'art, il y a de la veille bibliographique. Alors sur les éléments que j'ai déjà présentés, elle est plus ou moins déjà faite, mais on est preneur de toute suggestion. Il y a parfois certains aspects à approfondir. Dans certaines méthodes, ça nous est arrivé très souvent. On a des subtilités qui ne sont pas toujours documentées dans l'état de l'art. Il y a la rédaction de projets de normes. Puis il y a alors ça peut être peut-être avec moins de temps de contribution, mais l'élaboration d'exemples, de cas d'application, d'illustration. Donc notamment, ça peut être le cas d'appliquer chez un gestionnaire d'infrastructures différent la même méthode pour voir si ça fonctionne, comment l'expérience est vécue, comment maximiser la pédagogie en quelque sorte. Et puis il y a des travaux de relecture, alors peut-être par exemple pour les membres de la communauté académique, en termes de contribution, d'avoir cette vision sur l'état de l'art, la veille bibliographique pour savoir ce qui peut être pertinent dans notre cas, mais aussi ce travail de relecture, de validation scientifique, ce qui permet de se distinguer aussi des heuristiques qui ont été développées sans cette validation, et puis aussi de bénéficier de leur expérience en termes de pédagogie. On est évidemment preneur de tous ces aspects. Alors j'ai été très bavard comme je le suis souvent, mais je vous remercie pour votre attention.